Voilà, mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être avec nous, c'est Matin Bonheur et je suis Marcelin Gauvoy, votre serviteur. Je suis là avec vous, avec ma gracieuse épouse matinalement cathodique, Nessie Ondry, qui est en train d'usurper, qui veut usurper la place de Eva Amani, mais je fais tout pour résister donc au charme de ces deux magnifiques beautés. Restez fidèles à madame mon épouse. Bonjour. Bonjour Marco. Comment ça va? Eva, ne vous inquiétez pas, je suis juste là pour éviter que les toiles ne s'installent sur votre siège. Sinon, ce siège vous est réservé. Alors, Marco, bonjour. Ça va bien? Vous êtes embouti ce matin, comme tous les matins. Vous avez vu, Eva, ça recommence. Hein. Je suis un garçon fragile, mais bon, ça va aller. C'est pas fragile, sûr que je puisse tenir. Hein. Allez, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la francophonie et du bonheur aussi. Oui, 300 millions de personnes, mesdames et messieurs, qui parlent français sur 5 continents, avec de plus en plus des incursions dans le monde anglo-saxon. On en parlera sans doute tout au long de cette émission. Et aussi, c'est la journée du bonheur. Je vous souhaite plein de bonheur, beaucoup de bonheur. Merci. Oui, beaucoup de bonheur. Merci. Oui. À vous également, je le souhaite. Merci beaucoup. C'est la journée du bonheur. Il faut tout faire hein, pour que ce matin-là, on ait quand même quelque chose qui nous procure du bonheur. Ça peut être dans le travail, dans la famille, partout. En tout cas, vive le bonheur. Et ça tombe bien pour parler de francophonie et de bonheur. Il y a un pays qui peut, à lui seul, résumer tout ça. C'est bien le Canada. On y va. Hello, 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 hello. No one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Making friends with my four walls. They never wanna talk back and that's okay. They keep me up when my world falls down. At 4 AM when I'm sad and wide awake, I'm making jokes to my nightstand, gossiping to my ceiling about some girl. Said you called but you lied and now I sit alone in my own depressing world. Ring one, ring two, pick up cause I need you. I said I moved on but that shit ain't true. I'm so hung up, wishing I could hang up on you. Pictures, found the one of us dancing at your prom. Promise that I don't miss her, but I'm a liar and liars lie a lot. Saw your Facebook and checked it, I regret it, I get it, you're moving on, but can you give me a second? I gotta tell you I love you before you're gone. Ring one, ring two, pick up cause I need you. I said I moved on, but that shit ain't true. I'm so hung up, wishing I could hang up on you. Wow, magnifique. Magnifique. C'est le bonheur, vous l'avez dit. Hein. Donc on vous souhaite, vous, différents tours. Hein. Pourquoi pas en vacances, en famille, visiter ce magnifique pays-là. Oui, le Canada, magnifique. On a plusieurs cultures, hein, la culture anglo-saxonne et la culture francophone au Canada. Ça confère à ce pays vraiment une stature particulière. Et on salue tous ceux qui nous regardent de ce côté-ci du monde. Aujourd'hui, Nessie, on a un thème assez particulier dans le domaine du droit parce qu'il s'agit de sorcellerie. Alors, comment allier des faits spirituels aux faits réels? Parce que en matière de droit, il s'agit de faits réels. Comment allier ces deux faits-là? On en parlera bien sûr avec notre consultant maison, notre avocat, Maître Koné Kiobien. À côté de tout cela, on parlera technologie, c'est mardi. Hein, donc, il est avec nous. Kofi Noël, avec lui, on parlera technologie. Le Père Noël de la technologie. Le Père Noël de la technologie. Avec lui, on rêve, on plane. En tout cas, on a envie d'avoir... On plane, oui. On rêve, on plane. On plane. Bah oui, quand il est là, on n'est pas sur Terre. Hein. On plane. On plane. Et quand on plane, ça vous fait penser à quoi quand on plane?
à des mouvements. À des mouvements, bien sûr. Mais des mouvements légaux, normaux, dans le bon sens du terme. Parce qu'il y a des mouvements illégaux. On ne sait Marco. jamais, on ne sait jamais. Pas la gym alors. La gym, c'est parti. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir pour moi d'être en votre compagnie pour cette nouvelle session de gym. Aujourd'hui, on va faire un peu d'abdominaux. Pour cela, il vous faut un seul haltère, pas une paire, mais un seul haltère. Il vous faut aussi un tapis pour vous mettre au sol et puis travailler. On part directement pour le premier exercice. Regardez, on s'allonge, on ne prend pas d'abord l'haltère, ok, et on reste là. Ok, on tend les bras là et on gaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on va plus haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On s'allonge maintenant et on prend l'haltère. Ok, on va faire des séries de 20 aujourd'hui. Donc soyez courageux chez vous à la maison. On prend l'haltère, on l'attrape par les extrémités. Ok, là. Et puis on va chercher les genoux. 1. Et on repart. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, courage, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, super. Alors, si vous faites cet exercice dans le faisant, vous avez mal au dos, ok, vous vous allongez là et vous revenez juste là. Vous décollez juste les épaules du sol, ok, pas tout le dos. Donc vous faites 1, 2, d'accord, sans trop monter. Allez, le deuxième exercice, on tend les jambes là. On attrape la terre toujours dans le même sens et on part plus haut là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, soufflez. Allez, respirez, soufflez, soufflez, soufflez. On va repartir encore, ok, pour un autre exercice, mais cette fois-ci, on plie les pieds à nouveau, ok. Toujours l'haltère attrapé dans le sens de la longueur, ok. Et puis on monte là. 1, 2, 3, ok. On va en faire 20. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bras tendus, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, lorsque vous finissez, vous soufflez. Vous pouvez prendre environ 1 minute de repos. D'accord. Après tout cet enchaînement d'exercices, vous soufflez un peu. 1 minute. Et puis vous repartez encore une deuxième fois pour tous ces exercices. Nous, on continue ici. D'accord. Regardez. On va changer encore d'exercice. On tend les jambes. Cette fois-ci, on va faire des cercles de la droite vers la gauche avec la terre. On va faire 10 deux fois avant de faire 10 deux fois aussi dans l'autre sens. 3, 2, 1, go. 1, lorsque vous remontez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, lorsque vous finissez cet exercice, vous soufflez 10-15 secondes et vous reprenez encore dans le même sens. Nous, on part directement dans le deuxième sens, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Allez, on s'allonge encore. Courage. On tend les bras. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Et 10, super. Alors, si vous finissez cet exercice, vous soufflez encore, je répète, et vous faites encore une deuxième fois cet exercice. Vous pouvez aussi faire des séries de 20, de 30, si vous êtes beaucoup plus entraîné. Merci de nous avoir suivis. Je termine en disant que cet exercice, pour les personnes qui ont des problèmes de dos, pas la peine de le faire. Vous pouvez faire des crunchs tout simplement pour ne pas justement créer des tensions au niveau du dos. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, gardez la pêche. Et on va garder la pêche parce qu'aujourd'hui c'est la journée du bonheur. Et puis le saint du jour, donc c'est Saint Herbert, donc du germanique Harry, armé et Bert, brillant, nom dérivé Herberto. Les Herbert sont partagés entre leur instinct et leur très grande maîtrise d'eux et des choses, ce qui leur donne un caractère assez difficile quand même, changeant et souvent dépressif, ce qui ne leur permet pas non plus d'accorder beaucoup de temps et même d'intérêt à leurs proches, desquels ils réclament discrétion et amour. On pense à Saint-Herbert en plus 687, ermite anglais. Et puis également, on pense aujourd'hui aux Alexandra et prénom grec, du grec Alexei, repoussé, Andros, homme. Et puis les prénoms dérivés Alex, Alexander et Sandro. Oui, donc bonne journée à tous les Herbert. Vous connaissez des Herbert, vous? Franchement, à longtemps. Hein. Oh, Herbert. Voilà. Aujourd'hui également. Herbert, en anglais, Herbert, ouais. oui, justement. On entend plus souvent ce prénom chez les anglophones. On sent le germanisme dedans. Herbert, on sent la vigueur de la langue. On connaît déjà le futur Govoy, il s'appellera Herbert. Herbert. C'est pas évident. Les enfants, Marco, c'est le bonheur. Hein. Comme aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bonheur. Donc le 20 mars a été proclamée journée mondiale du bonheur et du bien-être par l'Assemblée générale des Nations unies du 12 juillet 2012 à la suite de la résolution 66-281 du 28 juin 2012. Ainsi, l'Organisation des Nations unies reconnaît le bonheur et le bien-être comme une aspiration universelle et pense que le bonheur devrait être pris en compte comme un objectif politique. Dites-moi, Nissi, est-ce que vous êtes heureuse? Oui, non, surtout. Non, c'est pas parce qu'on est devant les très caméras. Heureuse. Vous savez, à Matin Bonheur, on dit la vérité. Hein. Bien sûr. Jurez de dire toute la vérité sur la tasse. Dites la vérité, toute la vérité au nom de Matin Bonheur. Oui. Alors, est-ce que vous êtes heureuse? Très heureuse. C'est vrai? Oui. Pourquoi vous dites ça? C'est pour ça que je me réveille. Qu'est-ce qui fait que vous dites que vous êtes heureuse? Pendant que tout le monde dort, quand on se réveille heureux de venir. Et se réveiller à 3h45, oui. C'est le bonheur, ça? Oui. Si on se réveille à 3h45 et qu'on est heureux, c'est qu'on est vraiment dans le bonheur. Vous avez vu le regard des collaborateurs derrière les caméras? Il faut vraiment aimer ce qu'on fait pour apprécier cela. Voilà, et je suis heureuse. Et surtout quand je vous vois chaque matin, ça me fait... Oh, c'est vrai? Oui, ça me fait chaud au cœur. D'accord. Eh bien, nous, on est heureux, nous sommes heureux. Et c'est vrai, parce que c'est un grand plaisir, un grand honneur de servir le public ivoirien et partant le public du monde. Parlant du monde, justement, mesdames et messieurs, chaque année, la communauté internationale célèbre donc la journée internationale de la francophonie, l'une des langues les plus utilisées, les plus parlées. 300 millions de locuteurs sur les 5 continents fêtent leur langue en partage et la diversité de la francophonie à travers des concours de mots, des spectacles, des festivals, des films. Il y a toujours des manifestations dans tous les pays du monde. Il y a toujours une alliance française quelque part là où vous partez. Et puis, je rappelle, mesdames et messieurs, que cette date a été choisie en référence au 20 mars 1970, marquée par la création à Niamey, c'est au Niger, de l'Agence de la coopération culturelle et technique ACCT, future Organisation internationale de la francophonie. Oui, la francophonie, ça nous permet de communiquer et d'avoir de l'espoir et du bonheur. Parlons justement d'espoir et d'espérance. L'ONG, donc estampillée Espérance Maternité, vient au secours des couples infertiles. Elle a organisé donc une rencontre pour échanger avec les femmes qui souffrent d'infertilité dans leur foyer. À travers cette rencontre, l'ONG veut les amener à surmonter cette difficulté afin de leur permettre de s'épanouir. Extrait. Ces dames assises sous ce tanga ont toutes ou presque le même problème. Elles souffrent d'infertilité dans leur foyer. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour leur ménage. Dans ces derniers temps-là, vraiment, mon mari me menace pour problème d'enfant. Sachant qu'il a déjà des enfants, il lui me dit que lui, il va aller faire des enfants. Donc, comme moi, je n'en fais pas, je vais aller faire mon enfant. Comme tu n'en fais pas, je vais aller faire mes enfants. Donc, vraiment... Jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à ce matin-là, je suis stressée. Le stress que vit Béatrice, beaucoup d'autres femmes le vivent. Quand il y a un tel problème dans un ménage, la première accusée, c'est bien la femme. Pourtant, un homme peut aussi souffrir d'infertilité. Comme lui, il a déjà des enfants, il s'est dit qu'il n'a pas de problème.
Et moi, j'ai fait des examens, je trouve que j'ai des problèmes, que j'ai déjà suivi une opération. Voilà, j'ai déjà suivi une opération. Mais lui, il s'est dit que comme il a déjà des enfants, donc lui n'a pas de problème. Cette dame, par exemple, a plus de chance. Mariée il y a 5 ans, elle n'a pas encore pu enfanter, mais elle bénéficie du soutien de son époux. Ici, c'est plutôt elle-même qui n'arrive pas à accepter cette situation. Quand tu vas à l'hôpital, tu te dis donc que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas. En fin de compte, on dit non, il n'y a rien. C'est ce qui me fait mal. Je me dis que s'il y a quelque chose, on peut détecter la maladie, mais on ne voit rien. C'est ce qui m'inquiète aussi. Dans la plupart des ménages en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, une femme mariée qui n'enfante pas est mal vue. Elle est traitée de tous les noms. Certaines même sont qualifiées de sorcières quand d'autres sont exposées à la risée publique, ce qui occasionne très souvent des divorces. L'ONG Espérance Maternité se bat comme elle peut pour donner confiance à ces dames à travers des rencontres d'échange. Nous les sensibilisons à faire les examens d'abord pour connaître les causes d'infertilité, accepter son état d'infertilité et nous les aidons à être autonomes socialement afin qu'elles aient les moyens financiers pour se prendre en charge. Et aussi, quand il y a les conflits, nous partons vers la famille pour essayer de réconcilier les couples. En 10 ans d'activité de l'ONG Espérance Maternité, selon la présidente, plusieurs cas de divorce, de dépression et de suicide ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi elle met l'accent sur la sensibilisation afin d'amener les populations à accepter cette situation qui n'est pas forcément de la responsabilité des femmes victimes d'infertilité. Voilà, merci beaucoup pour l'ONG Espérance Maternité. On espère que toutes les femmes qui souhaitent avoir des enfants puissent voir leurs vœux se réaliser. Il est sur notre plateau, lui, c'est sûr qu'il a des enfants. Bonjour. Bonjour, merci. Il a une ravissante fille, qu'on salue, elle a 2 ans. On lui fait un gros bisou. Un gros bisou. Noëlla. Noélia, oui. Noélita. Noélia Gélimac. Oui, ça va Noélia, c'est drôle ça. Enfin, je connais des gens, des hommes qui donnent le prénom féminin de leur prénom à leur fille. Et c'est ce qui s'est fait avec... Erika, Noëlla, Marcella, non, Marceline. moi, j'ai pas osé, j'ai pas osé infliger ça à une de mes filles. Infliger. Noura, Meryl et Ketsia. Il n'y a pas de Marceline? Non, pas pas encore. Allez, Marco, on va aller découvrir autre chose. On part à Paris, l'éloquence donne à la voix, l'éloquence donne de la voix à l'université de la Sorbonne et c'est à Paris. Les nuits avec leur poudroiement stellaire au fond de l'espace vide. Le désert. Le maître s'écarte du monde. Ça c'est bien. Il habite une lumière immense. Et ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux. Les voilà donc étrangers, inconnus. Inspirez, pour inspirer ce fameux diaphragme dont on parlait, cette grande, puisque le diaphragme appuie sur les viscères, le ventre se gonfle. Ils ne se sentent pas regardés. Mais tant que ce n'est pas le cas, quelque chose se gagne d'ordinaire. Chers frères, vous savez peut-être à présent, savez-vous enfin de quoi je vais vous parler? Oui, nous savons. Les exercices d'éloquence, ça fait toujours du bien. Pourquoi vous riez? Non, pas du tout. En fait, je m'attendais à autre chose. Ah non, ce sont des exercices d'éloquence. Oui, intéressant. Très intéressant. Un peu comme la technologie. Oui, c'est intéressant, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est passionnant. Vous faites souvent des exercices d'éloquence, c'est important quand on est à l'école. Bien sûr, effectivement, ça permet de mieux s'exprimer, mais c'est pas courant quand même, c'est assez rare comme... Mais il y a des logiciels ou des appareils qui nous permettent d'être beaucoup plus éloquents. Exactement. Oui, mais c'est mieux quand même de se frotter quand même in vivo aux gens pour apprendre l'éloquence. On va pas tout faire avec l'ordinateur, même si les minutes qui suivent maintenant, on nous parle donc de technologie. Noël Kofi, le père de Noélia, est avec nous. Avec lui, nous allons parler aujourd'hui des imprimantes 3D. Attention, ça vient après ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler de technologie, une technologie assez innovante, une technologie ou plutôt même une machine
capable d'imprimer n'importe quel objet. Donc c'est carrément une machine qui serait capable de bouleverser la conception de la réalité telle qu'on la connaît. Donc imaginez que si vous pouviez fabriquer vous-même vos propres objets, cuillères, fourchettes, couteaux, lunettes, et vous feriez tout cela à la maison, tout seul. Donc c'est carrément innovant. Eh bien, c'est ce que permet l'imprimante 3D. C'est simplement un matériel, un boîtier de la taille d'un carton. Et cela permet donc d'imprimer les objets et ça se fait tout seul. Donc voilà ce à quoi ça ressemble. C'est un boîtier de la taille d'un carton, c'est assez transportable, c'est facile et c'est aujourd'hui commercialisé. Alors imaginez vos tasses décorées par votre profil ou alors avec celui de vos enfants ou bien vos vases décoratifs qui ont été imprimés par vous-même ou alors les verres que vous utilisez imprimés et conçus, fabriqués par vous tout seul. Et cela à la maison. Imaginez encore votre maison qui a été réalisée par une imprimante 3D, qui a été réalisée toute seule. Ou même encore un cœur de rechange fabriqué de toutes pièces par une machine. Ce n'est pas de la science-fiction, mais c'est carrément de la réalité. Et l'appareil qui permet de réaliser ces matériaux, c'est l'imprimante 3D. Alors voilà à quoi cela ressemble. Elle permet donc d'imprimer, de concevoir, de fabriquer n'importe quel objet. Là, c'est un petit objet décoratif qui a été conçu. Donc, on va faire un cas pratique avec notamment, par exemple, cette manivelle. Donc, on a une lampe torche qui a une manivelle cassée, on peut simplement imprimer cette manivelle. Donc l'imprimante va imprimer grâce à un laser, couche par couche, elle pose les différents matériaux et elle réussit à concevoir la manivelle de l'équipement cassé. Aujourd'hui, déjà commercialisée, elle est à peu près au prix de 1 million de francs à peu près. Et cela, par exemple, permet de concevoir des coques de téléphone personnalisées. Donc on peut réaliser des coques. Ça peut intéresser Nessie, ça. Bien sûr, des coques de téléphone. Exactement. On peut les imprimer telles qu'on le veut. On peut imprimer son visage derrière et cela se fait. Donc, ça permet d'imprimer des formes distinctes, des formes innovantes et aucune autre technologie ne pouvait le faire. Et ça peut carrément bouleverser tout le système commercial mondial parce qu'aujourd'hui, des coques de téléphone qui n'étaient plus fabriquées dans certaines régions, dans certains pays, on se faisait simplement que les importer de Chine. On peut aujourd'hui les concevoir dans ces pays-là. Et ça va même plus loin, on peut carrément imprimer une maison. Donc cette maison-ci est la première du genre, elle a été conçue entièrement par impression 3D. Donc c'est une imprimante géante qui a permis de réaliser cette maison. Donc c'est des couches de béton qui ont été coulées au fur et à mesure pour dessiner cette maison petit à petit. Et cela s'est fait en une journée. C'est sérieux, ça? Absolument. C'est une maison réalisée en 3 dimensions grâce à une imprimante 3D. En une journée? En une journée. Cela s'est fait en une journée, en 24 heures. Donc c'est une entreprise américaine qui a pu concevoir cela avec une imprimante géante. Donc vous voyez la taille de l'imprimante. Elle a réalisé une maison de 4 pièces en tout, donc 3 chambres et le salon. Et cela s'est fait en une journée. Elle a imprimé au fur et à mesure. Donc c'est grâce à un fichier informatique qui a été conçu. On l'a intégré donc dans l'imprimante. Bien entendu, des finitions ont été apportées par une intervention humaine, mais la structure générale a été conçue. Et sa durée de vie est estimée à environ 175 ans. Donc un peu moins de 2 siècles, parce qu'elle a une structure en béton. Plus besoin de maçon, plus besoin d'intervention, de manœuvres et tout. Non, cela se fait entièrement 175 ans de durée de vie. Et elle résiste à toutes les intempéries. Donc la structure en béton est résistante. Bien entendu, tremblement de terre, tout ça? Exactement, exactement. Donc c'est carrément on va carrément à la limite de la fiction, mais c'est entièrement réaliste. Et le mobilier a été posé par les hommes, ça a été conçu par des hommes, mais l'imprimante a réalisé la maison du début jusqu'à la fin. Et cela donc c'est fait, c'est la première maison du genre qui a été conçue. Il y en a d'autres certes qui vont venir, mais ça a l'avantage d'être peu coûteux. Donc cette maison est évaluée à environ 10 100 $. Donc c'est environ 5 millions de francs CFA en moyenne. Donc en une journée, vous avez une maison de 4 pièces. Wow. Et donc l'imprimante géante, bien sûr, c'est très impressionnant et c'est l'avenir, qui permet d'imprimer une maison, un logement, et cela se fait tout seul. Encore plus impressionnant dans le domaine médical. On peut carrément imprimer des organes humains. Donc là, dans ce laboratoire, ils mettent... Et effectivement, cela se fait. On réussit à imprimer de la peau humaine, notamment pour les grands brûlés. Donc cela se fait grâce aux cellules concernées du patient. Donc la peau est reconnue par le patient. Donc il n'y a pas de risque de... On intègre les cellules dans la machine? Tout à fait. Les cellules permettent de créer une encre biologique. Et c'est cette encre qui permet donc d'imprimer le membre qui a un souci. Donc on peut imprimer une oreille, on peut imprimer de la peau, on peut imprimer des tissus, on peut imprimer un os. Et ça devient une matière vivante qui est implantée. Tous les organes, hein? La plupart des organes, mais pas encore les organes trop complexes, comme un cœur ou un rein. Mais les études se font de plus en plus. Aujourd'hui, on a réussi à imprimer une sorte d'ovaire de souris qui a permis à une souris stérile d'avoir des petites souris, d'avoir des souris sauves. Donc la médecine va très loin et c'est vraiment l'avenir. Et ce n'est plus de la science-fiction, c'est réaliste, ça se fait.
Donc l'imprimante 3D, les domaines d'application sont quasi illimités parce qu'aujourd'hui, on réussit à le faire dans l'aéronautique. On réussit à concevoir des pièces d'avion grâce à l'imprimante 3D. On réussit également à le faire par rapport à la nourriture. Donc on peut imprimer des gâteaux, de la nourriture en 3D. Non, mais ça, c'est comestible, imprimer la nourriture. Absolument, parce que les intrants, donc les composants, c'est de la nourriture réelle. Donc l'imprimante a des cartouches et on remplit ces cartouches-là de ce qu'il faut pour concevoir le gâteau tel qu'on l'a. Okay. Ensuite, nous avons? Donc ensuite, nous allons voir des impressions impressionnantes, des impressions incroyables à la limite. Donc on a une vidéo là qui affiche un gâteau, donc c'est du chocolat, un masque de chocolat qui a été carrément imprimé en 3D. Donc l'imprimante dessine le masque qui a été conçu par informatique, grâce à un fichier informatique, et voilà le résultat. C'est un masque en chocolat, donc il est entièrement comestible. Ensuite, on a un bol en métal, en solide, donc c'est du sable qui a été réalisé grâce au soleil. Et couche par couche, il réussit à définir le matériau et il apparaît entièrement en 3D, donc c'est une sorte de calebasse qui est conçue. On peut également imprimer jusqu'à une voiture, donc ça c'est une voiture de sport. Toute la carrosserie a été imprimée en 3D, donc c'est couche par couche, l'imprimante a réussi à le concevoir. Et bien entendu, les finitions sont réalisées par les hommes et on réussit à avoir donc la mécanique qui est intégrée et ça donne une véritable voiture de sport imprimée en 3 dimensions. Donc on a également un lotissement de maisons. Toutes ces maisons que vous voyez ont été conçues par une imprimante 3D, une imprimante géante qui réussit à faire couler le béton couche par couche et à concevoir donc tout ce lotissement de maisons. Donc peut-être dans un avenir très proche, on habitera tous dans des maisons imprimées en 3D. Avec plaisir. Et on réussit donc à aller jusqu'à imprimer une arme à feu. Donc le fichier conçoit donc le matériau à imprimer. En informatique, on conçoit le fichier, c'est un fichier avec une extension STL et grâce à une impression au laser, donc elle va par la lumière imprimer chacun des éléments et on réussit donc à concevoir tous les intrants, tous les composants d'une arme à feu et cela permet de concevoir une véritable arme à feu qui fonctionne. Pour protéger les populations. Pour protéger, bien sûr, pour protéger, et cela fonctionne parfaitement. On peut également réaliser un enregistrement audio. Vous voyez les anciens disques en vinyle, les gravures étaient faites dessus pour enregistrer le son. Donc on peut répliquer ce disque vinyle grâce à une imprimante 3D qui va reproduire ce même disque et reproduire également le son qui était gravé sur le disque vinyle. Donc on peut répliquer, on peut reproduire du son. C'est très impressionnant. Et ça va encore plus loin, on peut carrément reproduire des vaisseaux sanguins humains. Donc c'est comme je disais, des tissus humains. En fait, c'est innovant et c'est tellement impressionnant que la médecine, c'est un bond dans le temps carrément. Donc on peut impressionner du tissu humain, une oreille, un membre, de la peau. Et cela va aujourd'hui de plus en plus loin. On cherche à imprimer carrément un cœur ou alors un rein. Donc on n'aura plus besoin de faire des transplantations à l'attente des organes. On peut concevoir cet organe directement viable et spécialement Je connais des gens qui vont utiliser ça pour changer carrément de peau. Hein. Tu veux mon regard? Mais je pense qu'on va aboutir à cela. Et alors même que l'impression 3D est en train de réaliser un véritable boom, on est aujourd'hui en train d'envisager l'impression 4D. Donc l'impression 4D, c'est le boom, c'est parce que cela permet carrément de créer de la matière qui permet de changer dans le temps. Ou alors avec une influence de l'eau, par exemple. Ce tissu qui a été imprimé de façon je dis c'est tout plat. Quand on pose cette impression dans de l'eau, il change de forme. Donc cela change de forme carrément. Cela permettra de concevoir donc par exemple des kits. Donc imaginez que vous passez la commande d'un meuble et ce meuble s'assemble tout seul. Dès que vous allez le déballer, il permet de s'assembler tout seul. Ou alors des tissus, par exemple un vêtement, en fonction de la météo, en fonction de la pluie, le vêtement peut changer pour mieux vous protéger. Ou alors en automobile, on peut avoir des matériaux qui changent de forme en fonction de la vitesse. Les pneumatiques, par exemple, les dessins sur les pneus, lorsqu'il pleut, le dessin sur le pneu peut changer tout seul. Ça va réduire les accidents. Et largement en termes de sécurité. Oui, c'est tous les jours comme ça, hein, tous les mardis comme ça avec Noël Kofi. Il vient et il nous bluffe. Nessie et moi, nous sommes vraiment, on a pratiquement la bouche ouverte et on est étonnés tellement il nous parle avec passion et avec vraiment des preuves concrètes de tout ce qui rythme la technologie mondiale. Merci Noël. Merci. La semaine prochaine, nous parlerons de... La semaine prochaine, nous aurons un thème dont je garde le secret parce que c'est encore plus impressionné. On va teaser, on va faire un teasing. En tout cas, restez avec nous sur Matin Bonheur. Attention, la thématique aujourd'hui est une thématique assez inhabituelle, on va dire ça comme ça. Nous allons parler de droit, de charlatanisme et de sorcellerie. Quel rapport? Ce sera donc avec Maître Koné Kiyobien qui est en train de s'échauffer, entre guillemets, du côté du maquillage parce qu'il est prêt là. Et tout à l'heure, au retour du journal, on va lire un peu déjà quelques suggestions, quelques questions donc, de ceux qui nous regardent à travers le monde. Vous êtes à Matin Bonheur avec Nessie Ndri et Marcelin Govoy. Elle également, elle est là tous les jours, non pas tous les jours, quelquefois. Elle est en alternance avec Hamza Diaby. Elle, c'est Maïsako. Elle est avec nous pour parler de l'actualité
l'actualité dans le journal dans quelques instants, mais avant, la météo. Du 27 avril au 1er mai 2018, Abidjan devient le hub du tourisme africain avec la 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan. Thème, les nouvelles technologies au service du tourisme. Le CITA, c'est plus de 50 000 visiteurs, une vingtaine de pays attendus et de nombreuses rencontres professionnelles. Agences de voyage, compagnies aériennes, office du tourisme, hôtels, tour opérateurs, investisseurs, venez présenter vos offres au monde entier. Inscription www.cita2018.ci 2025 16 02. Un événement Côte d'Ivoire Tourisme. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Tôt le matin, on devra s'attendre à des pluies localisées au sud-est du pays, puis le temps y sera progressivement ensoleillé. Partout ailleurs, le temps sera sous un ciel partiellement nuageux avec une domination progressive du soleil. On notera comme température au cours de cette matinée 25 degrés à Abidjan, 24 à Adiaké et Bondoukou. Bouaké affichera 23 degrés ainsi que la ville de Daloa. On notera une série de 24 degrés dans les villes de Dimbokro, Gagnoa et Korogo. À Mans, on enregistrera 22 degrés, 23 degrés à Odiéné, 24 à San Pedro, 23 degrés à Sassandra et Tabou et 24 degrés dans le district de Yamoussoukro. Le début d'après-midi sera marqué sur l'ensemble du pays, mais en milieu ou en fin de période, on observera des nuages denses accompagnés parfois de pluie à l'ouest, dans le sud forestier et sur le littoral. Au nord, on pourra s'attendre en fin de période à des foyers orageux isolés. Le mercure affichera 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 34 à Bondoukou, 33 degrés à Bouaké. Daloa enregistrera 32 degrés, 36 degrés à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa. À Korogo, on notera 34 degrés, 32 degrés à Mans. Odiéné affichera 35 degrés, 32 degrés à San Pedro, 31 à Sassandra et Tabou et 33 degrés à Yamoussoukro. Excellente suite de programme et très bonne journée à vous. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. La campagne des sénatoriales a démarré hier 19 mars 2018. Pour le premier jour, les candidats se sont déployés sur l'ensemble du territoire pour convaincre les électeurs. Ce mardi marque le deuxième jour de la campagne. Ce sont tous 66 personnalités qui seront élues au cours de ce scrutin et 33 autres seront nommées par le président de la République pour former la deuxième chambre parlementaire du pays. Direction Kosiouan, dans le district d'Abidjan, où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à la pose de la première pierre du premier centre de valorisation et d'enfouissement technique d'ordures de Côte d'Ivoire. La réalisation de cette infrastructure devrait permettre de redynamiser la gestion des ordures dans le pays, notamment à Abidjan. Alexis Ouedraogo. Chaque année, les 13 communes du district d'Abidjan produisent un peu plus d'1 250 000 tonnes de déchets. Jusqu'à ce jour, seule la décharge d'Akwedo absorbait cette production. Lors du lancement de l'opération Grand Ménage en 2017, le gouvernement s'était engagé à trouver une solution concrète courant 2018. Eh bien, ce lundi, à Kosiouan, dans la commune de Songon, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a posé la première pierre du tout premier centre d'enfouissement technique du pays. Ces vieux camions délabrés
non couverts, qui abandonnent tout sur leur passage, céderont la place à des camions adaptés, neufs, qui balayeront nos rues, conditionneront et transporteront les déchets vers ce centre de transfert et non plus vers Akwedo. À la différence d'une décharge telle qu'Akwedo, le centre d'enfouissement technique stocke les déchets ultimes tout en limitant les risques de pollution et de contamination de l'environnement. La livraison du premier casier qui recevra les ordures est annoncée pour juillet 2018. Il devra donner le top départ au processus de fermeture et de réhabilitation de la décharge d'Akwedo. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter et remercier très sincèrement la communauté villageoise d'Akwedo pour leur grande patience. Le processus de fermeture et de réhabilitation de la décharge d'Akwedo, initié par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, est désormais irréversible. Dans la mise en œuvre de cette nouvelle politique de gestion des déchets, il est également prévu la construction d'infrastructures, dont des centres de transfert et autres centres de groupage de déchets solides. Les Ivoiriens ont été traumatisés par la situation de la décharge d'Akwedo et ne veulent pas que cela se répète ici à Kosiouin. À ce titre, je vous engage à offrir aux Ivoiriens un ouvrage de qualité conforme aux normes internationales de sécurité environnementale. Aucune dérogation à ce principe fondamental de notre partenariat visant à améliorer le cadre de vie des populations ivoiriennes ne sera naturellement tolérée. Au-delà de ce mécanisme, la population est invitée à accompagner la préservation de l'environnement. Cette nouvelle politique coûte beaucoup à l'État. Ce sont d'importants efforts que le président de la République a bien voulu consentir pour le bien-être et la santé des populations, pour la protection de notre environnement. Le gouvernement a fait sa part. Il appartient désormais aux Ivoiriens qui me regardent de faire leur part. Rendez-vous est donc pris pour juillet 2018. Ce centre de valorisation et d'enfouissement technique d'ordures est l'une des étapes d'un processus dans la modernisation de la chaîne opérationnelle de gestion de déchets solides. De quoi s'agit-il concrètement? Des réponses avec Alexis Ouedraogo. Comment fonctionne un site d'enfouissement technique? Tout d'abord, les déchets sont étendus en minces couches dans les cellules étanches. Ils sont nivelés, compactés et recouverts périodiquement avec de la terre ou tout autre matériel inerte. L'aménagement de fosses autour du site permet de dévier les eaux de surface avant qu'elles n'entrent en contact avec les déchets. Après quelques années, la décomposition de la partie biodégradable des déchets produit le biogaz. Il est capté par un réseau de puits installés sur toute la surface du site et brûlé ou transformé en énergie. Une fois leur capacité maximale atteinte, on procède à la fermeture des cellules en installant un recouvrement favorisant l'apparition d'une végétation. Pendant l'exploitation et après la fermeture des cellules, on applique un programme strict de suivi environnemental afin de vérifier la qualité des eaux de surface et souterraines, la qualité de l'air, le niveau du bruit et l'efficacité des systèmes de traitement du lixivia et d'élimination du biogaz. Après 6 mois de fermeture pour travaux, l'aéroport de San Pedro est de nouveau ouvert à la circulation. L'information a été donnée hier par le ministre des Transports Amadou Koné à l'issue d'une visite de terrain. Dès cette fin de semaine, les vols en provenance et à destination de San Pedro vont reprendre, comme nous l'explique Mama Traoré. C'est le premier avion à atterrir à l'aéroport de San Pedro depuis environ 6 mois. À son bord, le ministre des Transports, Amadou Koné, est venu constater la fin des travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage de cet aéroport. Sa dégradation très avancée avait entraîné la fermeture de l'aéroport de San Pedro depuis septembre 2017. Ces travaux ont consisté à traiter définitivement en profondeur toutes les difficultés qui sont liées au sol ici, qui est un sol marécageux, qui faisait que la piste était constamment dégradée. Il y a eu des travaux de soubassement extrêmement importants. C'était des travaux très lourds. Ces travaux sont désormais achevés, les travaux lourds sont achevés. La Sodexam a autorisé le démarrage des vols. Ces travaux ont coûté plus de 14 milliards de francs CFA à l'État.
Un investissement nécessaire au renforcement et au prolongement de la piste d'atterrissage qui passe de 1900 à 2100 mètres de longueur. L'aéroport de San Pedro peut désormais accueillir des avions de type Airbus A320 comme ceux de Air Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la compagnie nationale va reprendre sa desserte de San Pedro dès ce vendredi. D'abord heureux pour la population de San Pedro et surtout pour les opérateurs économiques qui fréquentent San Pedro. Ils ont beaucoup souffert. Je suis convaincu que quand nous allons reprendre les vols, ils oublieront tout ce qui s'est passé. Ville portuaire, San Pedro reste la destination la plus fréquentée des vols domestiques de la compagnie nationale. Le taux de remplissage de ces vols quotidiens est estimé à plus de 70%. Parlons agriculture. La fuite de l'anacarde a coûté 17 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire en 2017, selon les douanes ivoiriennes. Le directeur général des douanes et le directeur général du conseil coton-anacarde entendent lutter contre le trafic illicite de la noix de cajou. Victorine Yaoyoboué. Des camions chargés de noix de cajou saisis au poste douanier de Takikro. Un fait de plus en plus banal à la frontière est de la Côte d'Ivoire. Pour juguler cette évasion de l'anacarde vers les pays limitrophes, les douanes ivoiriennes et le conseil coton-anacarde sont partis à la rencontre des acteurs de la filière de la région du Gontougo. Devant l'assemblée à la préfecture de Bondoukou, le directeur général du conseil coton-anacarde et celui des douanes ont regretté le recul de la production dans le Gontougo. La production de Gontougo est passée donc en 2014 de 136 000 tonnes à 103 000 tonnes en 2015. En 2016, elle est tombée à 85 000 tonnes. En 2017, à 71 000 tonnes. Vous êtes fiers d'entendre dire que vous n'êtes plus premier producteur d'anacarde. Ce n'est pas parce que vous avez détruit vos plantations. Lorsque le directeur général fait son placement, c'est une question de tonnage. Vous faites l'effort de produire et malheureusement, certains font l'effort de faire comptabiliser leur production ailleurs. En 2017, la région a été classée 4e par le Conseil coton-anacarde. Mais l'impact de la fuite du cajou n'est pas que régional et le directeur général des douanes n'a pas manqué de le relever. Nous devons savoir qu'en vendant notre anacarde dans les pays limitrophes, c'est leur économie que nous contribuons à développer aux dépens de la nôtre. Pour la seule année de 2017, 50 000 tonnes de noix de cajou sont sorties illicitement du territoire, causant une perte de 17 milliards de francs CFA à l'économie ivoirienne. Mettre fin à une telle saignée nécessite des moyens appropriés. À ce titre, le directeur général des douanes a doté le corridor douanier de Takikro de matériel roulant pour accentuer ses actions de sensibilisation des populations. Un mot de cohésion sociale dans la commune de Port-Boué. Le ministre Maurice Kwaku Bandama a rencontré les chefs de communauté et les chefs de village Atchan. L'harmonie intercommunautaire et le vivre ensemble étaient au centre des discussions. Issaïou. Ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama à Port-Boué. Il est porteur d'un message de paix et de rassemblement du président de la République aux dignitaires des us et coutumes et autorités traditionnelles Atchan de Port-Boué. Pour cette rencontre placée sous le signe de la cohésion sociale, le ministre Maurice Bandama avait à ses côtés des membres de l'ONG MIRT, Mouvement ivoirien pour la renaissance démocratique, organisation non gouvernementale qui œuvre pour la cohésion sociale et la paix. Nous avons bon espoir que cette initiative qui permet à l'ensemble de nos chefs traditionnels et guides religieux de se retrouver viendra lancer les bases d'un forum futur de réflexion sur les actions d'avant-gardistes pour la cohésion sociale et la promotion des actions de paix. Dans un élan de solidarité et d'union, les chefs d'Atchan, les chefs de quartier et de communautés allochtones ont exprimé leur reconnaissance aux chefs de l'État pour avoir institué une chambre des rois et chefs traditionnels. Pour les actions de terrain acquis de l'ONG MIRT, le ministre Maurice Bandama a félicité son président Lassana Sissé pour son engagement à rassembler les Ivoiriens autour de la paix, le partage et la cohésion sociale. Il a aussi exhorté les chefs Atchan et les chefs de communauté à en faire leur credo. Le président de la République fait confiance aux chefs des villages, aux chefs des communautés, aux chefs religieux pour consolider la paix dans nos villages, dans nos villes. Nous sommes venus vous dire merci, chers parents,
pour vos prières, pour vos bénédictions. Les chefs ont pris l'engagement de cultiver l'unité et l'amour. Le chef du village de Petit Bassam a fait don d'un terrain à l'ONG en reconnaissance de ses actions de promotion de la paix et de cohésion sociale. À l'étranger, en Guinée, des milliers de personnes en larmes ont suivi à Conakry, la capitale, la procession funéraire de 4 personnes tuées la semaine dernière lors de manifestations de l'opposition. Un peu plus loin, en Tunisie, un terroriste présumé s'est fait exploser hier et un deuxième a été abattu alors qu'ils étaient poursuivis par les forces de l'ordre dans la région de Ben Guerdane au sud, 2 ans après des attaques terroristes sans précédent dans cette ville. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup Maï. Merci Marcel. Vous savez que Maï, aujourd'hui, c'est la journée internationale du bonheur. Hein? Tout à fait. Et on sent chaque fois quand on vous voit ici au journal que vous êtes une femme très heureuse et très épanouie. Merci pour le compliment et pour la déduction. C'est faux? Non, c'est pas faux. Okay. Moi, je pense qu'il suffit d'avoir le souffle de vie pour déjà s'estimer heureux sur cette terre. Elle est jolie, elle est philosophe en plus. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci Marcelin. Également, on espère que vous avez donc du bonheur aussi, la santé. On a une pensée en cette journée internationale du bonheur pour toutes ces personnes qui souffrent des affres de la maladie dans des hôpitaux, dans des moments difficiles. Nous sommes de tout cœur avec vous. Aujourd'hui, c'est le 20 mars, mesdames et messieurs. La journée internationale de la francophonie, c'est la Saint-Herbert. Dimanche, c'est Rameau. Pâques dans une dizaine de jours et vraiment, c'est chargé. Hein? Effectivement, c'est très, très chargé. On aimerait saluer donc des personnes dans le giron, donc Pascal, hein, la ferveur catholique, le père Paul Blanchard-Raquet et puis le père Aubrou, donc du côté de Saint-Jacques. C'est important, la gestion des ressources humaines, Marco. Oui. Donc, c'est important de saluer tous les humains qui sont autour de vous. Oui. Oui. Et il est à côté de nous hein, pour parler de gestion de ressources humaines. C'est le PCA de la société. Comment s'appelle la société de Nessie? Nessie Service. Nessie Service, qui s'occupe de restauration. Et la société de Marco, c'est Marco Transport. Marco Transport. Marco Transport. Voilà. Vous l'avez deviné, il est avec nous, c'est notre entrepreneur en chef donc, de ces matinales. Avec lui, nous parlons aujourd'hui des ressources humaines, comme Leslie l'a dit. Alors, les ressources humaines, c'est très important, je dirais même déterminant pour la survie d'une entreprise. Merci beaucoup. Vous voyez que sans les hommes, il n'y a absolument rien. Malgré la technologie, tout ça. La technologie, les grosses machines, tout ça c'est fabriqué par l'homme. Donc on ne dira jamais assez l'importance de l'homme dans la société. Et c'est d'ailleurs l'homme qui constitue la société. Bien. Vous voyez que l'homme est au centre de tout. Tout à l'heure, Marco l'a dit, c'est la technologie. On a beau donner les machines des derniers cris, on a beau venir les déposer à la RTI ici, s'il n'y a pas d'homme pour faire marcher ces machines, il n'y aura absolument rien. Merci beaucoup. Ça, vraiment, c'est la vraie vérité. C'est la vraie vérité même. De deux, même l'argent. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, qui sont salariés dans une entreprise qui produit l'argent. C'est-à-dire, ils se lèvent le matin, ils vont dans une usine qui produit de l'argent. Donc, vous voyez que l'argent devient une marchandise et donc c'est l'homme qui va produire cet argent. À la fin du mois, on lui payera son salaire. Et le matériel et l'argent, tout ça, c'est toujours produit par l'homme. Donc, on ne situera jamais assez l'importance de l'homme dans la communauté, dans l'entreprise. Vous voyez que la qualité d'une entreprise va dépendre de la qualité des hommes qui vont animer cette entreprise. Et la qualité aussi du processus de leur recrutement. On va y arriver. OK. On va y arriver. D'accord. Donc, il faut que ce soit dans la famille, déjà. On est entrepreneur parce qu'on a toute une famille à gérer. La vendeuse d'Aloco, elle a un processus de production qui va nécessiter qu'elle ait besoin d'hommes et de femmes pour travailler. Donc, à quelque niveau qu'on soit, on commence par soi-même. Tout petit entrepreneur, on est seul, et puis après, on aura besoin des gens pour travailler.
C'est ça qui est important à savoir ce matin. D'accord. Et vous nous parlez également de prévision des effectifs et des compétences. Prévision des effectifs et des compétences. Voyez-vous, ce qu'il faut éviter, c'est que dans l'entreprise, il y ait des gens qui n'ont rien à y faire, qui viennent, qui bavardent tout le temps, qui reçoivent leur salaire à la fin du mois. Qui reçoivent un salaire à la fin du mois. Ils deviennent des éléments absorbants de la valeur ajoutée que produisent les autres. Là, vous touchez du doigt un problème très important, surtout dans nos pays dits en voie de développement, où 70%, on dirait parfois, de personnes ne font rien, sont là pour aller vilipender leurs collègues. Les autres, ceux qui travaillent d'ailleurs. Dans les bureaux des chefs. Voilà, dans les bureaux du chef, ils n'ont rien à faire dans l'entreprise. C'est un sport national en Afrique, ça. Voilà, il faut qu'ils sortent de l'entreprise. Donc, il faut bien qu'on prévoie et les effectifs et les compétences. Voyez-vous, il faut éviter aussi qu'il y ait des tâches à faire pour lesquelles il n'y a personne pour s'en occuper. Vous prenez la vendeuse d'Aloco, il faut qu'elle fasse une séquence de tâches à produire. Acheter la banane, éplucher la banane, découper la banane, faire frire la banane, servir l'Aloco, aller nettoyer les tables, nettoyer les assiettes, les recycler, resservir. Donc ça fait beaucoup de tâches à faire. Donc, on ne va pas recruter n'importe comment. Il faut faire une prévision des effectifs pour pouvoir adapter les effectifs aux tâches à faire. Il faut adapter les effectifs aux tâches. Mais lorsqu'on a parlé de gestion d'entreprise, on a parlé de planification. Mais si vous n'avez pas prévu vous-même les tâches à faire, vous allez voir que votre entreprise va se retrouver avec plein de personnes, mais qui n'ont rien à faire. Et en Afrique, c'est comme Marco le disait, on vous voit comme chef d'entreprise, on vient vous voir, est-ce que vous pouvez recruter, est-ce que vous pouvez prendre telle personne, est-ce que vous pouvez prendre telle personne, est-ce que vous pouvez m'aider, mais il n'a rien à faire dans mon entreprise. Pourquoi voulez-vous que je le prenne? Non, c'est pas grave, il faut le prendre quand même. Voilà. En attendant que moi, je suis obligé de le payer tous les mois et ça distrait une partie de mes finances. Et si c'est dans une entreprise non productive, si c'est dans une entreprise privée, on peut comprendre parce que bon, c'est privé, mais parfois c'est dans des entreprises publiques. Mais c'est justement dans l'entreprise publique qu'il faut éviter ça. Parce que le privé n'acceptera jamais de prendre quelqu'un qui ne lui apporte absolument rien. Ça, c'est en théorie. Peut-être qu'il apporte en allant peut-être parler dans les bureaux, ou faire de la délation. Peut-être que c'est son métier. Mais ça, c'est pas de la production. Voilà. C'est un autre genre de production, peut-être. Voilà. C'est pas ce qu'on entend dans l'entreprise. Il faut être productif. Il faut que ta présence ajoute de la valeur à l'entreprise. Donc, si ça n'apporte rien, il ne faut pas que ça distrait une partie de mes ressources. Voilà la règle. Il faut planifier les effectifs. Mais une fois qu'on a l'effectif, il ne suffit pas de planifier, je vais embaucher 2, je vais embaucher 3, je vais embaucher 4 dans 6 mois, dans 5 mois, dans 8 mois, dans 1 an. Il faut que je sois à tel niveau d'effectif. Monsieur Kouadio, ce que vous dites, nous sommes dans la gestion des ressources humaines. Absolument. Alors, une fois qu'on a, la liste, on a la nomenclature de ceux qui vont évoluer dans l'entreprise, c'est bien de les avoir, de bien les avoir, mais de bien les gérer, entre guillemets également. Ça va être la partie 2 que nous allons voir la semaine prochaine. D'accord. C'est-à-dire, il faut qu'ils rentrent d'abord, qu'ils rentrent bien, normalement, et puis après, on va faire le management. Voilà. Donc, une fois que vous avez prévu vos effectifs, que vous savez qu'il y a telle tâche à faire, il y a telle tâche à faire, il y a telle tâche à faire, il me faut adapter les effectifs. Mais il suffit pas d'adapter les effectifs. Quelle est la compétence qui est requise pour exécuter telle ou telle tâche? J'ai besoin d'un chauffeur. Quelles sont les compétences? Qu'est-ce que j'attends de ces chauffeurs par rapport à ma clientèle? Je veux un chauffeur discret qui ne parle pas beaucoup, qui vient, qui fait son travail. Il fait son travail, il s'en va à la maison. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi, qui est impoli, qui est ceci, qui est cela. Voilà. Donc,
il faut prévoir les compétences. Une fois que vous avez fait la prévision des effectifs, que vous savez exactement quelles compétences l'homme qui va arriver doit avoir, alors on va passer au processus de recrutement. On va aller chercher ces hommes-là. Et si vous ne les avez pas, vous êtes en train d'aller dans le décor avec votre entreprise. Et pour le processus de recrutement, c'est aujourd'hui, la semaine prochaine? On peut en parler ce matin. Le processus de recrutement, je sais que je dois Sur quoi on doit se baser? Je dois avoir 2 personnes dans 3 mois. Je sais quelle est la compétence que je recherche pour mon entreprise. Donc, je vais aller au recrutement. Généralement, on va dire qu'il faut faire un appel à candidature. Oui, l'appel à candidature, c'est la forme la plus répandue de recrutement. Mais est-ce que ça me permet d'avoir les meilleurs hommes chaque fois? Non. Parfois, je vais scruter le marché moi-même. Je vais aller dans les écoles. Je vais aller pour aller discuter avec les formateurs. Et voir, oui, ces gamins, ils m'intéressent. Donc, je vais particulièrement m'occuper de lui. Parfois, je vais susciter moi-même la formation de ces gens-là pour qu'après, ils viennent à mon service. Mais ça, c'est un risque, hein? L'entreprise est toujours un risque. Parce que là, si je vais financer la formation d'une personne qui m'intéresse et qu'après, à la fin de sa formation, la personne va dans une autre entreprise, j'aurais perdu. Oui, c'est parce qu'une fois que j'ai financé sa formation, je n'ai pas su le manager après. C'est comme vous, on vous envoie en stage aux États-Unis quand vous revenez. Qui ça, ici? Vous deux? Oui, j'irai bientôt. Et on revient. Vous revenez, et puis bon, là-bas aux États-Unis, on vous a appris à voir beaucoup de choses et à comprendre beaucoup de choses. Mais quand vous revenez, il faut que votre management soit adapté à ce que vous êtes allé apprendre là-bas. Ça, c'est au cas où on revient. Au cas où vous revenez, et je suppose que vous allez revenir. Oui. Bon. On suppose, maintenant, quand vous revenez et que la RTI ne veut pas vous manager correctement, mais il y a des entreprises qui sont installées en Côte d'Ivoire qui savent que Marco et Nessie sont allés faire des stages aux États-Unis. Moi, je vais les récupérer. C'est de bonnes guerres. Regardez par exemple, moi j'ai vu un exemple la dernière fois où certaines banques disent « Moi, je ne forme plus de caissiers, je ne forme plus d'agents de guichet. Je laisse les microfinances les former et puis après, je leur propose un salaire un peu plus élevé. C'est la concurrence déloyale. Je les prends. C'est aussi simple que ça. C'est déloyal? Elle dit que est-ce que c'est déloyal? Non, ce n'est pas déloyal. C'est les règles du jeu dans l'entreprise. C'est un peu vicieux, mais c'est astucieux, on va dire. C'est ça, c'est astucieux. C'est un processus de management. Je vais à la pêche des meilleurs, sans que cela me coûte de l'argent pour les former. Dans des pays comme les États-Unis, par exemple, comme il a dit, c'est quand ils sont étudiants, les entrepreneurs sont en relation avec on commence à les pister. Voilà, on commence à les pister. C'est comme ça qu'on crée les fraternités dans les universités américaines. Les réseaux. Tout ça, pour avoir toujours les meilleurs. Je vous ai dit tantôt que la qualité d'une entreprise dépend de la qualité des hommes qui l'animent. La qualité d'une mairie dépend de la qualité des hommes qui animent cette commune. Alors, moi, je vais vous poser une question. Bon, l'ancien président américain John Kennedy disait « Je préfère la chance au talent ». Vous préférez quoi? Quelqu'un qui a la chance d'être parenté au boss, qui vient dans l'entreprise et qui est fort, ou bien quelqu'un qui a suivi le cursus, qui vient dans l'entreprise et qui, comme on dit, ne pique pas? Bien, ok, moi j'aime les deux. J'aime les deux. Et la chance et le talent. Et le talent. Pourvu que cette chance-là m'amène le talent. Mais les deux viennent généralement difficilement ensemble. Difficilement. C'est rare. Hein? Difficilement. Ouais, ce que vous dites est vrai, parce que vous allez arriver dans certaines entreprises, on dirait oui, mais c'est le fils du PDG, c'est la nièce du PDG. Et il est bon. S'ils sont très forts, pourquoi voulez-vous que je les laisse dehors? Non, je les prends. Ils sont très forts, je les prends. Ce n'est pas du tribalisme, c'est de la gestion. Voilà. Mais s'ils ne sont pas forts, je regrette, même si c'est mon frère. Ah, c'est ça le souci là. Parce que il faut qu'ils restent à la maison. Parce que c'est quand ils ne sont pas forts qu'on les appelle. Voilà. Et ça fait décliner l'entreprise. Comment voulez-vous que
l'Afrique puisse évoluer. Je vais vous donner un autre exemple. Regardez le schéma suivant. Aux États-Unis, les États-Unis, c'est 52 États, et puis ils ont un secrétaire d'État à l'agriculture, c'est-à-dire un ministre de l'Agriculture pour l'ensemble des États-Unis. Et puis en Afrique, on a combien de ministres de l'Agriculture? Mais le résultat, c'est nous qui avons la famine, eux, ils sont en surabondance alimentaire. Vous voyez donc, ce n'est pas toujours l'effectif qui fait la qualité. Voilà. C'est la stratégie. C'est la stratégie, c'est la compétence, la planification. C'est tout un management qu'il faut mettre en place pour avoir les meilleurs hommes, que ce soit. Le premier problème du petit entrepreneur, c'est lui-même. Lui-même, il est salarié de son entreprise. Mais est-ce qu'il a les compétences nécessaires pour conduire son entreprise? Comme il n'a pas les compétences nécessaires, il va s'entourer d'autres personnes. Mais il ne faut pas aller prendre n'importe quelle personne. Si Nessie toute seule, livre 10 agences par jour, elle, ça va prendre une deuxième personne pour l'aider. Et puis, la personne qui vient ne peut livrer que 5 agences. Elle seule, elle fait 10 agences. Quand elles sont 2, ça fait 15 agences. Donc, la production chute. Et pourtant, elle est obligée de payer la personne qu'elle a embauchée. Vous voyez qu'on commence à perdre de l'argent. Donc, tout ça, c'est des calculs qu'on fait pour dire « je n'embauche pas n'importe comment ». C'est-à-dire, quand j'embauche la deuxième personne, il faut qu'elle soit au moins capable de livrer 10 agences. Sinon, ce n'est pas la peine. Je reste dans mes 10 agences, je reste là et je continue jusqu'à ce que la deuxième personne puisse venir me faire passer à 22 agences, à 23 agences. Là, je suis en train de gagner parce qu'en moyenne, nous livrons 11 agences au lieu de 10 quand j'étais seul. Vous voyez, c'est la loi des rendements décroissants en économie. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-Baptiste Kouadio, la gestion des ressources humaines. Et restez avec nous parce que la semaine prochaine, on va parler donc de comment manager. Voilà. Ça, c'est déterminant parce que vraiment, est-ce qu'il faut... C'est tout un art. Hein. On va en parler au moins une minute avant. Hein. C'est tout un art. C'est tout un art. Manager les ressources humaines. C'est l'homme qui fait tout. Ah oui. Mais cet homme, il est physique, il est spirituel, il est social, il est religieux. Il a toutes les dimensions. Et moi, je vais m'entourer individuellement de ces gens-là. Ils ont un passé. Ils ont ce qu'ils espèrent. C'est tout un art. Il y a tout dans l'entreprise. Hein. Il y a tout. Comme parfois le charlatanisme et la sorcellerie. Pardonnez donc cette... comment on dit ça? Ce raccourci, parce que justement, on va aller à la pub. Et au retour, on va parler donc avec monsieur Maître Konekiyobien de charlatanisme et sorcellerie. Que dit le droit? Il y a déjà des questions. Hein, des questions. Il y a un show Yao qui dit très très fort, ce sera l'une des émissions les plus suivies. On espère vivement qu'on en parle parce que trop de choses se déroulent. Et puis... Madiba Sissé à New York nous dit le droit lui-même est dans la sorcellerie en Afrique car plein de juges sont sorciers et transforment les faits pour leur intérêt. Touré Falikou, en Afrique, le droit va dire quoi et peut faire quoi dans la sorcellerie? En fait, c'est ce qu'ils disent. Vraiment, on assiste souvent à des procès où on juge des cas de sorcellerie. Je me demande quelles sont ces lois sur lesquelles on s'appuie. Voilà, Maître Konekiyobien est avec nous. Il piaffe d'impatience de venir s'asseoir et répondre aux questions. C'est Matin Bonheur, le rendez-vous de la réalité. À tout à l'heure. Sous le parrainage et la présence effective de M. Adama Koné, ministre de l'économie et des finances, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire organise la première édition des Journées nationales de la microfinance les 22 et 23 mars 2018 à l'espace Crae Humois, Abidjan Plateau. De 8h à 18h, exposition, forum et rencontres avec les professionnels de la microfinance. Thème, contribution de la microfinance à l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Venez échanger, trouver du financement pour vos projets. Sponsor Diamant, Jessie, CAC et Groupe Cofina. Sophie, ça va? Ça va très bien. Mais d'où tu viens avec la moustiquaire imprégnée là? On me l'a donnée à la consultation prénatale. Eh ma chérie, moi-même je n'ai reçu lors de la grande distribution gratuite. Mais je ne sais pas comment on utilise. La sage m'a dit
d'enlever la moustiquaire de son emballage, la déplier, l'étaler à l'ombre pendant 1 jour, l'installer en haut du lit, du matelas ou de la natte. En tout cas, tout le monde doit dormir sous une moustiquaire imprégnée pour éviter les piqûres de moustiques qui donnent le paludisme. Ah, merci ma chérie. Oui. Désormais, ma famille et moi, nous dormirons sous une moustiquaire imprégnée. Ah oui. La moustiquaire imprégnée, le seul moyen efficace pour lutter contre les piqûres des moustiques et le paludisme. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. C'est vrai que vous êtes impatient d'avoir des réponses à vos différentes questions concernant la thématique de ce jour, mais vous le savez, on doit poser le postulat et ça se fait avec la capsule droit. La croyance en la sorcellerie ou le charlatanisme est largement répandue en Afrique subsaharienne. Selon un sondage, la Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays où cette croyance est la plus forte avec un taux de 95%. Le Ghana, 77%. Alors, dans les rues d'Abidjan, demandez la définition de la sorcellerie ou du charlatanisme. La réponse est toute faite. Quand on dit sorcellerie, c'est tout ce qui est mauvais. Le sorcier, lui, ne fait pas ce qui est bon, c'est ce qui est mauvais. Et le charlatanisme, bien sûr, on va consulter un charlatan, mais le sorcier et le charlatan travaillent ensemble. La sorcellerie, c'est quelqu'un qui aime faire du mal à son prochain dans la nuit, pas dans le jour. Dans la nuit, c'est ça, moi j'appelle un sorcier. Un charlatan aussi, c'est quelqu'un qui consulte dans le mal. Puisque tout ça, c'est la nuit qu'ils le font. Et le charlatan, c'est lui qui consulte. Pour moi, la sorcellerie n'est pas une bonne chose. C'est pas, en tout cas, je ne peux pas conseiller quelqu'un d'être sorcier. Comparaître à la barre du tribunal pour répondre de cette pratique de sorcellerie ou de charlatanisme, cette scène est de plus en plus fréquente dans le temple de Thémis. Mais bien souvent, la relaxe des prévenus est prononcée au motif qu'il n'y a pas de preuves tangibles. Une décision incompréhensible pour les justiciables. Un sorcier peut être positif et puis il peut apporter des trucs positifs aussi à son prochain. Parce qu'il y en a des négatifs, il faut savoir les départager. Par contre, il y en a qui sont négatifs. Il pousse les gens à faire du mal à son prochain. Bon, ces personnes-là, il faut les trier, il faut les mettre en prison. Le jeune Bouba Gati Touré, c'était un charlatan qui a demandé de donner un enfant ou bien un sacrifice humain pour que son vœu se réalise. C'est devenu riche. Mais le jeune a été clair, il dit non, que c'est un charlatan qui l'a demandé de faire ce sacrifice. Donc, dès l'instant que ça entre dans ce cadre-là, la loi doit mettre une sanction en place. Pas forcément poursuivre ceux qui font ce geste, mais ceux-mêmes qui poussent les jeunes à faire, il faut les poursuivre. Donc ce monsieur en question, il faut le traquer, il faut l'attraper, pour qu'il n'induise pas d'autres jeunes encore en erreur. Ces gens de personnes même là, ils ne doivent pas exister. Parce qu'ils sont là pour nuire à la vie de tout un individu. Hein. Ils sont prêts à faire du mal. À mon point de vue, on ne doit pas les mettre en prison. Moi, c'est de les éliminer. Aujourd'hui, pour mettre quelqu'un en prison, il faut des preuves physiques, des preuves palpables. Or, les sorciers ne travaillent pas physiquement, ils travaillent dans le monde spirituel. À tort ou à raison, des morts, des maladies et bien d'autres malheurs sont imputés à la sorcellerie ou au charlatanisme. Or, les accusations de sorcellerie sont fondées sur des bases non rationnelles.
Comment la justice pourrait-elle réprimer la sorcellerie sans commettre des injustices? L'article 205 du Code pénal ivoirien règle-t-il vraiment le problème? La question, ce sera donc dans quelques minutes maintenant sur RTI1. Voilà, les réactions affluent sur notre page Facebook avec de nombreuses questions, que ce soit donc sur la page ou en inbox. Merci en tout cas de nous suivre, ça fait plaisir. Maître, bonjour. Bonjour, Marco. On va aller tout de suite droit dans le vif du sujet. Alors, on va définir les termes. Enfin, les termes. C'est quoi la sorcellerie et c'est quoi le charlatanisme selon le droit? Malheureusement, notre code pénal ne donne pas de définition ni du charlatanisme, ni de la sorcellerie. Il est dit simplement est puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs. Quiconque se livre à des pratiques de charlatanisme, sorcellerie ou magie. Voilà ce que le code dit. Et encore susceptible de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens. Voilà le décor tel que présenté, planté par... Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est vrai que c'est un peu sorcellerie, flou. charlatanisme ou magie. C'est flou. Donc, comment poursuivre en droit pénal un phénomène métaphysique? Là est la question. Il faut dire que cet article est venu à la suite de plusieurs demandes. Cet article ne figurait pas à l'origine dans notre code pénal en tant que tel. C'est lorsque des phénomènes inexpliqués ont commencé à se multiplier et que des personnes considérées comme des éclairés, en réalité ce sont des personnes éclairées, nos députés, ont commencé à se rendre compte que des phénomènes inhabituels, bon, inhabituels pour peut-être la jeune génération, peut-être habituels pour les anciens, commençaient à faire surface. Je veux dire, dans le milieu évolué intellectuel, c'était invité un certain nombre de pratiques qui conduisaient à des décès ou bien à des conséquences graves et dommageables pour les individus ou les biens, que les députés se sont penchés sur la question et l'article 205 a été suscité. Non, ce n'était pas l'article 205. Il a fallu légiférer sur la sorcellerie et le charlatanisme. Parce que les plaintes commençaient à devenir un peu récurrentes. Alors, comment prouver? C'est ça, c'est toute la difficulté. Hein. Quand on vous écoute, comment prouver que cet acte-là est subséquent ou bien découle de la sorcellerie ou du charlatanisme ou de la magie, tout simplement? Là est l'un des problèmes réels de notre code pénal. C'est l'un des problèmes réels de ce milieu, de ce phénomène. La preuve est difficile à faire. Et c'est pourquoi, dans tous les procès où vous verrez des personnes poursuivies pour sorcellerie, c'est l'aveu. C'est l'aveu seul qui est considéré comme preuve. Moi, j'ai eu des dossiers où j'ai plaidé contre des sorciers, des personnes qui étaient poursuivies pour sorcellerie. Bon, quand je dis contre des sorciers, c'est l'homme de la rue qui parle. Sinon, pour l'avocat, c'était des personnes qui étaient poursuivies, qui étaient présumées sorciers. Mais ces personnes sont venues à la barre et sans faux fuyant, ont plaidé, ont déclaré, ont même cherché à justifier leur acte. Bon, des personnes qui viennent à la barre, qui disent, bon, je veux être chef du village. On m'a demandé de donner un homme ou bien on m'a demandé de donner une femme. Le juge demande, mais donner un homme, ça veut dire quoi? Il dit, non, c'est pour faire un sacrifice pour que je sois chef. Le juge demande, mais un sacrifice pour être chef, ça veut dire quoi? Le monsieur il a parlé sans faux fuyant. Il dit, chez eux, pour être chef, il faut sacrifier quelqu'un. Et qu'il fallait sacrifier cette personne. Et c'est l'ancien chef, qui a proposé sa nièce comme sacrifice pour que le nouveau chef s'installe. L'ancien chef n'a pas nié. Et pour la première fois, je vous disais, j'ai vu un procès verbal fait par des sorciers. Un procès verbal sur du papier, écrit au bic, photocopié, écrit au stylo, oui, vous savez. Et ce document a été produit au débat. Ils avaient fait une réunion. Ils avaient fait une réunion dans un hôtel de Yopougon à l'époque. Et je vous parle de 2001-2002. Et ils ont fait le procès verbal. Ils ont dit qu'ils avaient décidé de tuer telle personne et que désormais ils l'ont remplacé par telle autre. Et suite à une réunion, c'est terminé, la personne peut vaquer tranquillement à ses occupations. Et quelques années après, elle se rend compte que des phénomènes bizarres se passent encore dans sa famille. Il y avait une voyante, qu'on disait voyante à Yopougon à l'époque, dont les services ont été sollicités. Et c'est elle... Par qui? La justice? Non, pas par la justice, par la famille. Et c'est elle qui a démasqué ceux qui étaient présumés sorciers.
ça a été filmé et le film a été... Bon, malheureusement, le film a disparu au greffe, on ne sait pas par quelle magie. Il y avait même un fétiche qui est venu... c'est la magie. Un fétiche qui est venu, qui était aussi sous-scellé. Les acteurs de ce procès sont encore là. Vous pouvez leur demander, après je vais vous donner les noms hors antenne. Mais le fétiche aussi a disparu au greffe. Le greffier a été formel, il dit non, lorsque les scellés sont arrivés, il y avait un fétiche, mais le fétiche a disparu. Et ces personnes sont venues sans faux fuyant. Et lorsque le procès verbal a été produit, la dame, elle dit, mais cette fois-ci, pourquoi les phénomènes se continuent? On dit non, le premier élément est fini. Il y a encore d'autres dettes. Que l'oncle de la dame a fait des dettes dans un groupe où il fallait livrer quelqu'un. Et l'oncle n'a pas nié. Et certains sont venus même revendiquer. Certains sont venus, ils disent à la barre, mais lorsque telle personne a donné son oncle, son neveu ou sa nièce, il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas d'avocat. Pourquoi aujourd'hui, autour d'un tel, on nous amène au tribunal? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Tout le monde est jugé? Puisqu'ils là, ils viennent avouer. Mais ils ont avoué. Ils revendiquaient même. Donc vous voyez, des personnes qui viennent à la barre, qui avouent, qui revendiquent, qui justifient. Quel élément de preuve cherchez-vous? Mais en dehors de ça, lorsqu'ils disent que ce n'est pas eux, là en ce moment, la justice est bloquée. Parce qu'en dehors de la preuve, c'est une dimension qui n'est pas matérielle, comme on l'avait dit, elle est métaphysique. Alors, maître, je souhaiterais qu'on revienne sur un point. Oui. Vous avez dit là que la famille a sollicité les services d'une dame pour pouvoir démasquer les sorciers. Oui. Et comment ça se passe à la justice? Parce que quand il y a un problème au niveau, par exemple, d'une défaillance automobile, on envoie un expert en automobile. Oui. Quand il y a une défaillance au niveau, quand il y a un décès, on envoie un médecin légiste. Mais quand on parle de sorcellerie, là, quel expert on appelle? C'est un point que vous touchez. Est-ce que la justice a des experts en sorcellerie? Non, pas encore aujourd'hui. Je sais que ça viendra. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous remarquez dans les pays occidentaux, il y a certains films qui nous montrent que certains pays occidentaux font appel à d'autres compétences pour élucider certains crimes. Des profilers en sorcellerie, peut-être? Non, d'autres compétences. Par exemple, des médiums, des voyants, ou bien des personnes qui entrent dans une dimension qui vous reviennent avec des éléments. Est-ce qu'on est toujours dans le droit là? Ici, on n'a pas encore pu atteindre cet élément. Mais ici, quand on dit élément de la recherche de preuves, on a recours à l'expert. Mais l'expert a appris quelque part. Oui, moi, ce qui me gêne, maître, c'est que au-delà, même s'il y a aveu, pour revenir, même s'il y a aveu, par exemple avec le cas triste, on ne le dira jamais assez, de Bouba, le monsieur a avoué, il dit que c'est lui. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui? Parce qu'on sait tous qu'il est présumé innocent jusqu'à ce qu'on ait la totalité des preuves. Oui, justement. Mais voilà, qu'est-ce qui prouve? Même si j'avoue, on peut avouer un crime pour protéger quelqu'un. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui? En droit, on dit l'aveu est la mère des preuves tant que cet aveu n'est pas estorqué. Lorsque l'aveu n'est pas estorqué, ni par violence, ni par tromperie, l'aveu est la mère des preuves. C'est-à-dire celui qui avoue librement. Voilà. Il dit c'est lui. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui? Mais il dit que c'est lui. Est-ce qu'on l'a frappé? On cherchera à savoir. Et on cherchera à savoir. L'a-t-on frappé? Non. L'a-t-on menacé? Non. L'a-t-on trompé? Est-ce qu'on a des éléments ADN? Est-ce qu'on a des éléments qui permettent de croire effectivement ce qu'il a dit? Parce qu'on a vu des gens écrire « Omar m'a tué » sur le mur. Oui. Mais à la fin, on a vu que Omar n'a pas tué. Oui, le procès Omar Haddad. Oui, en fait, c'est le sens de l'interprétation de la preuve. La personne qui a écrit « Omar m'a tué », est-ce que voilà, c'était ça le nœud du problème? Était-ce Omar? Et vous avez vu comment les experts graphologues ont fait des erreurs. Il y a un livre qui est paru sur ce procès et vous verrez les failles de l'expertise moderne, parfois. Mais aujourd'hui, il y a cette expertise-là qu'on n'utilise pas encore chez nous, certainement pour rechercher les preuves de sorcellerie. Il y a en son temps un magistrat, paix à son âme, qui avait fait un article. Un article sur... Il y a des phénomènes nouveaux qui s'invitent dans nos tribunaux. Il faut chercher des expertises nouvelles. Est-ce qu'il y a des profilers en Côte d'Ivoire? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Bon. Donc, pour vous dire, et en second lieu, il y a eu un autre procès qui s'est passé dans une ville de l'intérieur. Un enfant qui dit qu'il a vu son grand-père venir le taper alors qu'il est à Abidjan. Et sa mère qui dit, mais écoutez,
vous ne pouvez pas... Elle gronde son fils qui accuse son père de pratique de sorcellerie. Et jusqu'au soir, l'enfant a mal à la tête, il décède. La mère exige que le corps soit ramené au village et qu'un rituel de recherche de coupables soit... qu'on fasse usage d'un rituel de recherche de coupables. Mais ce rituel consistait en quoi? Je sais que le magistrat qui m'a raconté ce fait se reconnaît. Il fallait aligner tous les vieux suspects du village. Bon, comme en Afrique, toujours, c'est les vieux comme suspects. Il fallait aligner tous les vieux suspects du village. Et chacun devait venir mordre le gros orteil du défunt. Oula. Voilà une pratique, certainement ancestrale, mais certainement qui fait ses preuves. Arrivé au tour du grand-père, il mord lui-même son propre pouce. Et vous savez que dans ces circonstances, il y a toujours des personnes qui veillent au grain. Et les veilleurs circonstanciels ont demandé que les faits, que le processus recommence. Le vieux qui refuse de le faire. On le traduit devant, on l'envoie à la gendarmerie, enquête préliminaire, on le défait au parquet, il passe en jugement. Et à la barre, il nie tout. Et vous savez, à l'intérieur, souvent, dans la foule, il y a des personnes, lorsque le procès est un procès quelquefois retentissant, des personnes s'autorisent à prendre la parole de façon sporadique. Donc, de la foule, quelqu'un crie, celui-là ne croit pas en Dieu, il va mentir. Monsieur le juge, laissez-le, comme ce n'est pas lui. Chez nous, nous avons une eau dans laquelle on lave tous ceux qui sont soupçonnés de sorciers. Et lorsqu'on finit de le laver, si c'est un sorcier, il dit la vérité. Grand silence dans la salle, un soupir, la personne poursuivie qui est à la barre regarde tout autour, qui dit, monsieur le juge, en réalité, c'est moi qui ai tué l'enfant. Vous voyez? Certains diront, on l'a menacé. Mais nul ne connaît cette eau. C'est une eau. Ce n'est qu'un bain. Mais pourquoi devant ce bain, il a eu si peur? Parce qu'ils ont une méthode qui fait ses preuves, qui est reconnue de tous. Et celui qui avoue. Pourquoi on l'a envoyé là? Parce qu'on pensait qu'il était lié au décès subi et injustifié de l'enfant, et inexpliqué de l'enfant. Et il y a un film célèbre qui est passé en France en son temps, Lienne, où l'enfant est chez lui, à Paris, et il voit son grand-père. Comment son grand-père a pu arriver à Paris? Il explique à son père qu'il a vu son grand-père qui vient lui prodiguer des conseils, son grand-père qui ne sait ni lire ni écrire, mais qui circule dans Paris. Et lorsque le monsieur ne croyait pas, qu'est-ce qu'on a vu après? De son retour du travail, sa femme lui dit, mais ton papa est arrivé ici. Mais il est étonné, son papa est au village. C'est un grand classique de la société. Vous voyez? Donc, je n'appellerai pas sorcellerie, j'appellerai ça peut-être une dimension métaphysique. Il arrive à sortir d'un ensemble physique pour entrer dans un monde qui n'est pas le nôtre. Alors, un exemple concret de personnes. J'ai l'habitude de voir, ça c'est monsieur Konaté, j'ai l'habitude de voir donc de la poudre, du sel, de l'ail en bas de mon véhicule, des feuilles avec des œufs de façon récurrente une fois par mois quand j'ai commencé mon service donc au sein de cette banque. Dois-je porter plainte? Il peut porter plainte contre X. Il prend les photos. Il prend les photos, il porte plainte contre X. Parce que en matière pénale, il y a ce qu'on appelle le principe de la personnalité des crimes et des délits. En fait, un crime, on ne le poursuit pas comme ça. Il faut le lier, ou bien un délit, on ne le poursuit pas. Il faut le lier à une personne. On ne dit pas bon, qu'on a vu un poulet mort avec des boyaux placés de façon... Quelqu'un viendra vous dire, ça, c'est grave. Mais on poursuit qui? Voilà la question. Donc, c'est pourquoi il faut rechercher la personne. Il faut faire une enquête normale, rechercher les coupables et les traduire devant les tribunaux. Mais parfois, les faits sont tels que le coupable se désigne lui-même. Ou bien, souvent dans les décès ou dans nos villages, on dit, bon, ce n'est pas normal. Il faut qu'on interroge les cadavres. Bon, il faut dire que c'était des méthodes, à l'époque, qui ont fait leurs preuves. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le droit moderne. Ce qui fait qu'il est difficile de transposer la coutume dans le droit. Néanmoins, si des éléments de la coutume permettent d'éclairer le droit, à mon avis, on devrait pouvoir y faire recours. Mais c'est leur fiabilité qui pose problème. Voilà. C'est pourquoi le droit a choisi l'aveu. Vous voyez? Et quelqu'un demandait quelles sont les sanctions. Maître, s'il vous plaît, avant d'arriver aux sanctions, la victime, est-ce que la victime est protégée?
Parce que là, si quelqu'un veut attenter à ma vie physiquement, oui. que cette personne est enfermée, oui. je suis protégée. Oui. Mais la personne veut attenter à ma vie spirituellement, oui. même si elle est enfermée. Oui. Je ne suis pas forcément protégée. Bon, mais l'emprisonnement n'est même pas une protection assurée pour la victime. Parce que l'emprisonnement est toujours dans un délai limité. Si la personne revient. Oui, la personne emprisonnée peut avoir des relais aussi dans la société qui peut faire. Donc ça veut dire que même pour les crimes, pour les délits, les crimes et délits physiques, la protection de la victime n'est pas totale. À plus haute raison pour des faits, pour des choses qu'on ne voit pas. Sinon, pour le cas dont je vous parle, où il y a eu le procès verbal des sorciers, les personnes ont été condamnées. Bon, après, je n'ai plus cherché à savoir si la victime était protégée comme on l'aurait voulu. Néanmoins, la justice a fait son travail de condamner. Parce que Et là, j'ai vraiment aimé, la justice a admis comme moyen de preuve des éléments qui ont été fournis par une voyante. Parce qu'il y avait un film, il y avait des aveux, il y avait des éléments qui pouvaient être considérés comme des éléments constitutifs, comme éléments du crime. Il y avait un procès verbal. Non, le procès verbal, lui, c'était des faits antérieurs. Sinon, pour ce fait-là, il n'y avait pas de procès verbal. Seulement, il y a eu des personnes qui sont venues avouer. D'accord. Justement, quand on avoue, quelles sont les sanctions auxquelles on s'expose? Bon, la loi dit c'est de 5 ans à... un emprisonnement de 2 à 5 ans. Mais aussi, il faut que... Oui, 2 à 5 ans. Pour vous dire que celui qui fait une tentative d'assassinat, il est puni plus gravement que celui qui tue en sorcellerie. Pourquoi? Voilà. Parce qu'on estime que c'est une atteinte à l'ordre public. Ou bien une atteinte au bien, mais on ne dit pas l'atteinte au bien ou aux personnes. Mais cette atteinte-là, on ne distingue pas si l'atteinte a conduit à une mort. Par exemple, quelqu'un qui fait des coups et blessures, c'est une atteinte à la personne. Mais si par la suite il a décès, l'infraction cesse d'être des coups et blessures pour devenir homicide. Mais un sorcier, du moins une personne qui est tuée en sorcellerie, c'est une atteinte aux personnes. C'est une atteinte à l'ordre public. Ce n'est pas poursuivi comme crime. Voilà encore l'un des éléments, l'un des écueils de cette loi-là. On considère que le sorcier est plus protégé que le voleur du portable. Nessie, une minute, je vous en supplie, j'ai une question qui vient de tomber. Oui? Chaque fois que j'arrive au travail le matin, mon collègue a des incantations qui me font peur, qui ne sont pas en adéquation, excusez-moi, qui ne sont pas en adéquation avec mes convictions religieuses. Ce qui fait que j'ai très mal à la tête et ma journée devient difficile. Est-ce que je peux porter plainte contre lui? Bon, mais est-ce que c'est une pratique de sorcellerie? Des incantations, chaque fois quand la personne arrive au bureau, de quel genre? Bon, on me dirait peut-être, il peut dire qu'il a un trouble au travail, oui. Mais c'est comme par exemple certaines personnes qui prient absolument bruyamment, qui empêchent l'adversaire, pas l'adversaire, qui empêchent le voisin de dormir. C'est l'absus révélateur. Oui. Non, vous savez, j'ai toujours un adversaire en face. Donc, qui empêchent le voisin de dormir. Mais on ne dirait pas que c'est des pratiques de magie ou de sorcellerie. On dirait que c'est un trouble. Si c'est la journée, c'était des troubles diurnes, ou bien si c'est la nuit, ce sera nocturne. Donc il peut dire qu'on le trouble dans la manière de travailler. Il peut porter plainte au supérieur hiérarchique pour que le voisin arrête les incantations. Mais on ne pourra pas dire que c'est de la sorcellerie ou c'est de la magie, ainsi de suite. Quelqu'un qui vient avec des éléments dans le bureau, des éléments, quel type d'éléments? Par exemple, qui boit de l'eau et qui crache devant le bureau avant d'entrer, qui fait des incantations. C'est un manque de savoir-vivre. Celui qui crache devant le bureau avant d'entrer, c'est un manque de savoir-vivre. On ne pourra pas dire. Il y a des choses quand même. En fait, souvent aussi, on interprète tout. Vous voyez, un jour, il y a une dame qui vient, je suis allé voir un prêtre. Et la dame qui vient, non, j'ai voulu poursuivre un cafard, mon pied a cogné. Donc le cafard vient du village. Que le cafard doit venir du village. Le prêtre dit, mais il fallait simplement regarder là où vous mettez les pieds. Parce que si vous poursuivez un cafard, que vous cherchez, vous fixez le cafard sans regarder où vous mettez les pieds, que vous trébuchez. En ce moment, vous n'allez pas accuser le cafard de sorcellerie. Et aussi, il faut dire qu'il y a des personnes qui ont je veux dire, qui sont paranoïaques à la limite. On interprète tout. On voit une mouche, tu es vaincu. On voit un cafard, on voit des sorciers partout. Mais là encore, imaginez-vous si on doit porter plainte pour tous ces éléments, on va porter plainte contre le cafard, on porte plainte contre la mouche à côté. Mais écoutez... Les gens sont sur le qui-vive. Bon, mais dans ces conditions, imaginez-vous que le droit dise, bon, pour tel élément, vous cherchez à porter plainte. Mais les policiers n'auront plus rien à faire que de recevoir des plaintes pour les sorciers. Là, c'est une femme qui parle, Aminata connaît. Mon époux me demande, enfin, mon homme me demande
au moins un jour de la semaine, de porter une certaine tenue par rapport pour passer la nuit. Est-ce du charlatanisme? Oui, à supposer que ce soit du charlatanisme, est-ce que ça porte atteinte à l'ordre public? Parce qu'il y a un élément fondamental pour la sanction. Il faut que ce fait, sorcellerie, magie, ou de sorcellerie, de magie, ou de charlatanisme, porte atteinte à l'ordre public, aux biens ou aux personnes. Dans ce cas-là, ça c'est très bien de le dire. Donc voilà. Les personnes, nous qui venons très tôt le matin, qui voyons des gens déposer des canaries aux différents carrefours, des fois on rate des accidents, et vraiment on peut en témoigner. Alors ça porte atteinte à... Oui, ça porte atteinte. Ça gâte même nos routes, parce qu'on se plaint parfois même le... Voilà, si par exemple un canari est posé au milieu de la route, que votre voiture, peut-être pour l'éviter, fait une sortie de route. Si vous avez vu la personne, bon, encore qu'il faudrait qu'elle vous attende là, vous porterez plainte. Mais si la personne ne vous a pas attendu, vous porterez plainte contre qui? Mais si on a une photo, contre inconnu. Si on a une photo d'une voilà, personne... si vous avez une photo, vous pouvez porter plainte pour qu'on recherche la personne. Si ça porte atteinte, ou bien le fait même de déposer, est-ce que c'est la loi? Est-ce que dans la loi, il n'y a pas une clause qui parle de l'interdiction de déposer des trucs, des canaries de salir les voies, ou de les dégrader, oui. Vous voyez, là c'est une interdiction, mais ça n'atteint pas la dimension d'actes de sorcellerie. Alors, maître... Et aussi il y a les commanditaires. Ça, allez-y, peut-être que c'est ça que vous voulez parler. C'est de vous parler de comment s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur. Comment s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur? Là est la question. C'est pourquoi on dit aveu. Imaginez-vous qu'on recherche des éléments de preuve en dehors de l'aveu. Mais chacun va interpréter. Voyons pour aller dans nos villages. On dit non, on interroge le cadavre. À quoi on assiste? Il y a un film aussi, moi j'aime bien regarder, j'aime bien m'inspirer. C'est pour aussi même que l'aveu même n'est pas téléguidé. Si on reste dans le domaine de la sorcellerie, on peut de loin faire en sorte que vous puissiez avouer. Enfin, je pense. Hein. Ah oui. Bon, là vous en savez quelque chose? Non, moi je... Par rapport aux faits qu'on constate. Donc on pose la question. On peut téléguider l'aveu. On peut téléguider l'aveu. Bon, là encore, il va falloir prouver que l'aveu a été téléguidé. Voilà, donc on reste dans... mais quand on arrive au tribunal, il y a quand même des éléments. Puisque le procureur, il instruit à charge et à décharge. Il y a des éléments, si l'aveu est téléguidé, il va arriver un moment où il y aura un moment de lucidité. Et puis, dans un tribunal, téléguidé dans un tribunal, parfois, le décor est tel que les choses ne sont pas si simples. Vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui me disait, maître, demain, on va à l'audience, ne vous en faites pas, je suis là, le marabout du village. Il nous a dit qu'il fallait être sûr. Parce que cette affaire, il dit, écoutez, moi, je suis avocat, je plaiderai en droit. Mais celui qui était considéré comme le marabout, quand il a vu le décor du tribunal, mais le marabout a quitté la salle. Pourquoi? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous êtes prêt aussi du côté du tribunal? Je ne sais pas. Vous avez des talents cachés? Non, pas moi. Mais le marabout, le marabout était de notre côté. Mais là, il a quitté la salle. À ce moment, imaginez-vous que je comptais sur le marabout. On dit que les sorciers se reconnaissent entre eux. Bon, non, c'est pas lui. Vous venez au commanditaire. Aujourd'hui, on ne poursuit seulement celui qui pose l'acte, mais le commanditaire. Par exemple, il y a quelqu'un dans l'émission qui a dit qu'il faut poursuivre aussi ceux qui demandent. Par exemple, imaginez-vous quelqu'un qui dit « je veux de l'argent ». On dit « non, envoie-nous tel organe, tel organe ». Et il se met à rechercher des individus pour faire du charlatanisme. Non, mais celui-là, ce commanditaire, il faut le poursuivre. Et même le fait simplement de dire à quelqu'un d'envoyer des organes humains, ça suppose qu'il faut commettre un crime. Or, en droit pénal ivoirien, celui qui commandite un crime ou un délit est coupable même si ce crime n'a été ni commis ni tenté. Merci beaucoup, Maître Koné Kiyobien. Le débat se poursuit partout sur Facebook, Instagram, Twitter. Nous, on essaie de faire ce qu'on pouvait. On espère que vous avez suivi et que Maître a pu répondre à vos questions. On va revenir dans la réalité, ce qui est cartésien. Et là, c'est nous, hein, Marcelin Gouvoy, Nessie Inri, Maître Koné Kiyobien. Oui, c'est nous. Vous êtes assis. Non, oui, c'est moi. Là, c'est nous, voilà. Et que Dieu nous protège. Allez, Nessie, bonne journée. Vous avez peur, ça va aller, ça va aller. Non. Je suis sereine. Allez-vous également rester serein. On se retrouve demain, même heure. Au revoir.